Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui s'intéresse aujourd'hui au Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, qui est à sa 3e édition, et c'est son promoteur que nous recevons, M. Luc Missi Dembazi. Merci d'être toujours en notre compagnie. Avant la pause, je le disais, que certains jeunes me faisaient la confidence selon laquelle le numérique évolue tellement vite que les États n'arrivent pas à suivre. Et pour ne pas perdre complètement la main, ils sont obligés de prendre des lois, parfois des lois même liberticides. Est-ce que vous partagez cette approche ? C'est vrai que les technologies avancent très vite, mais après il faut nuancer. Et là également il faut nuancer parce que les technologies qui avancent, c'est la facilité d'utiliser ces outils. Mais ça ne change pas l'usage. Et ça c'est très important. Aujourd'hui je vous donne un exemple. Quand vous utilisez la 2G, vous passez à la 4G, demain la 5G, c'est pas la téléphonie qui va changer. Vous allez toujours téléphoner en fait. Vous allez plus avoir des besoins en termes de volume, parce que bon, avant vous n'étiez pas habitué à avoir votre JT Africa 24 sur votre smartphone, mais vous voulez maintenant voir la télévision quand vous êtes en mobilité. C'est-à-dire que c'est un usage nouveau. C'est pas la télé qui a changé. C'est pas le fait d'avoir les caméras qui changent. Normalement, on ne devrait pas assister à les technologies. À cette réaction. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien. Les technologies, c'est là qu'il faut faire très attention. La technologie s'adapte aux besoins des usagers. Et plus il y a des besoins qui sont transposés sur la plateforme digitale virtuelle, eh bien, ça va vite. Ça va vite parce qu'aujourd'hui, nos usages, on veut tout automatiser, on veut tout faire en volume, en masse et très rapidement. Et c'est ça, c'est là où les technologies, on juge qu'elles vont très vite. Parce que, vous savez, il y a quand même des amortissements à faire quand vous investissez dans le digital, dans les ordinateurs, dans les serveurs, dans tout ce qui touche même les supports de communication. Mais c'est vrai, mais ça n'empêche pas de garder le socle, la base technologique derrière. Ce qui veut dire qu'effectivement, nos jeunes, effectivement, il faut déjà avoir la base. Quand on est médecin, on est d'abord généraliste et après on passe chirurgien, pédiatrique. Donc c'est vrai que ça va vite, mais ça va plutôt vite au niveau des usages qu'au niveau de la conception de tout ce qui existe. Après, l'autre élément aussi qui est très important par rapport à ça, c'est que la formation de base reste la même. Et souvent, pour nos jeunes surtout, on apprend plus quand on est sur le terrain, quand on est dans la pratique. Et c'est ce qui se développe beaucoup avec les jeunes incubateurs, les jeunes développeurs. Quand on a appris le code, on l'a appris une fois et après, derrière, on le développe en fonction des besoins d'applications qu'on veut mettre ou des options qu'on veut positionner dans un développement quelconque. Oui, mais ce dont je parlais surtout, c'est que quand on voit dans nos pays aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées par rapport au code numérique, et on constate réellement que dans l'application stricte de ces lois-là, on va quand même jusqu'à rogner sur le terrain de la liberté de l'utilisation même de l'outil qui se démocratise de plus en plus. Et certaines lois qui sont prises sont traitées de liberticides quand même. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, je n'ai pas à l'esprit comme ça un cas qui me revient. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on va dire le Je pourrais donner processus, des exemples précis tout à l'heure. En tout cas, je peux vous les donner, mais il faut que je les comprenne. Oui. Donc, ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il faut d'abord pas perdre de vue qu'une loi, ça se prépare. Il y a un processus pour aboutir à une loi qui, normalement, passe par des experts, le gouvernement, l'Assemblée et tout ce qui suit par la suite. Donc ça prend parfois du temps. Et souvent aussi, n'oubliez pas qu'il y a la transposition des lois communautaires sur les lois nationales. Et quand on n'a pas de directives au niveau de la communauté et qu'on ne doit pas les transposer, quand le temps qu'on prenne ces directives, qu'on les transpose, il se passe par 2-3 ans et ça fait qu'effectivement, parfois on est rattrapé par les effets des technologies de l'information sur la population, sur les lois existantes. Alors, après, les textes de loi, ça dépend. On ne fait pas des lois pour le numérique, on fait des lois pour les domaines qu'on connaît, sur la fiscalité, sur les usages, sur la sécurité. Je vais vous donner un exemple, comme ça on sera plus concret. Par exemple, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, certains pays ont pris des mesures pour que des documents officiels ne se retrouvent pas sur des plateformes de discussion, sur WhatsApp par exemple. À l'arrivée, on ne sait pas qui a posté peut-être quelque chose de document officiel. Si le document existe, pourquoi il ne se retrouverait pas sur la plateforme d'échange? C'est ça l'un des problèmes. Tout dépend de quel document. Il y a des documents qui sont confidentiels dans l'administration. Ils n'ont pas à se retrouver, on n'a pas à les retrouver sur la place publique. Après, on peut retrouver tout le monde. C'est simplement faire des enquêtes avec une adresse IP, avec aujourd'hui un environnement qui est
comme le nôtre en Afrique aujourd'hui, on peut toujours retrouver. Après, la responsabilité d'un cadre, d'un administrateur, c'est de ne pas mettre un document. Quel est l'intérêt de mettre un document officiel, confidentiel, sur la place publique qui ne sait pas nuire à l'administration? Donc effectivement, l'administration à ce moment-là, a bien évidemment la légalité, la légitimité de se protéger face à de telles attitudes. Maintenant, oui, est-ce qu'on réglemente? Le problème, c'est qu'on ne sanctionne pas l'autorité qui est détentrice de ce document, mais on sanctionne celui qui aurait peut-être posté. Si l'autorité avait pris suffisamment de mesures, avait mis des gants, le document ne sortirait jamais de lui. Mais pourquoi on ne le sanctionne pas? On vient sanctionner l'autre qui est dans une discussion, je peux dire, à la limite entre le privé et le public, parce qu'une plateforme de discussion au hasard, par exemple, ce n'est pas si public que ça. On connaît toute personne qui est sur cette plateforme-là. Mais c'est celui-là qu'on vient sanctionner. Et encore une fois de plus, l'information, si elle est confidentielle et administrative et confidentielle, elle n'a pas à être sur la place publique. Mais vous savez, dans le contexte africain, toute information, quand elle est vraie, elle est toujours confidentielle. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui veut quand même aller. Peut-être, mais nous parlons d'un cadre, d'un sujet spécifique, c'est la confidentialité dans l'administration publique. Tout n'est pas à la disposition du grand public. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe à celui qui diffuse l'information. Si moi, je diffuse une information, je suis responsable de ce que je diffuse. Et la complexité de nos réseaux va faire qu'on peut facilement identifier l'émetteur de l'information que tous ceux qui la reçoivent. Et donc c'est par rapport à ça que les lois sont peut-être faites, je ne connais pas, qui soient faites sous ce format-là. Alors les startups se multiplient sur le continent, les jeunes Africains ont montré qu'ils ne veulent plus jouer les seconds rôles dans ce domaine-là, comme ils l'ont été de par le passé. Mais là encore, il se pose un problème d'accompagnement. Qui doit accompagner? L'État, les multinationales, les privés? Qui doit concrètement accompagner ce mouvement qui est en surchauffe aujourd'hui? Ça dépend de ce qu'on met dans le terme accompagnement. D'abord, eux-mêmes, ils doivent chercher leur chemin. C'est ça, l'idée d'une start-up, c'est d'avoir la capacité à trouver sa situation, un positionnement dans un modèle, dans un environnement économique assez complexe, difficile en ce moment. D'abord. Et deuxièmement, l'administration, quand on demande l'appui de l'administration, c'est surtout pour ne pas étouffer ou, on va dire, asphyxier, par exemple, par des taxes de ces jeunes structures qui se mettent en place, qu'on va essayer de traiter comme une grande entreprise qui a déjà des chiffres d'affaires de N-2 ou 3. Il faut faire attention et donc il faut un encadrement pour veiller. Après, les financiers, parce que les procédures, vous savez, quand vous faites le levée de fonds, aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de garanties. Même quand vous avez des marchés publics, on vous demande beaucoup de garanties. Et les structures actuelles n'ont pas les moyens de pouvoir assurer ces garanties, de tenir ces garanties. L'autre élément, vous savez, il y a certaines startups qui vivent des aides de parents quand elles commencent, des entreprises, on en a vu pas mal. Et aujourd'hui, ici, souvent, nous sommes dans des environnements où on n'a pas toujours cet esprit de dire j'aide quelqu'un parce qu'il a un projet, je mets 100. On n'est pas dans cette culture-là. Et donc il faut aussi changer le mindset de certaines personnes pour aider, notamment ceux qui peuvent avoir quelques fonds à investir dans les entreprises. Donc le niveau d'accompagnement ou d'assistance ou de rapport qu'il doit avoir avec les autres se fait à quasiment tous les niveaux. Alors on va finir avec Osiane et dire que Osiane crée, grandit et gagne en notoriété. On a vu que par rapport à l'édition dernière, il y a eu beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'engagement. Jusqu'où vous irez? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a constaté cette année qu'Osiane est devenue un peu plus mature. On a réuni plus d'entreprises privées, plus d'institutions. Alors, il faut peut-être maintenant, vous savez, il y a une question où on disait que la technologie va tellement vite, effectivement, il faut adapter Osiane aux besoins de la sous-région en matière de technologie d'information et de l'innovation. Donc on ira là où on pourra, on verra avec les partenaires et les appuis que nous avons aujourd'hui comment on peut aller un peu plus loin, peut-être voir l'année prochaine, et comment aussi l'adapter. Vous avez vu cette année, la particularité c'est les startups, comment adapter le salon
aux besoins des entreprises, des institutions, des gouvernements et des start-up pour qu'on soit vraiment en phase avec notre génération. En tout cas, on a constaté que c'est le Premier ministre de la République du Congo qui a parrainé cette édition, qui a même présidé la cérémonie d'ouverture. Mais dans nos pays, les choses évoluent, les autorités changent. Est-ce que Osiane est suffisamment à l'abri pour que, quelle que soit l'autorité qui viendra demain, on aura toujours le même accompagnement? Nous sommes très fiers d'avoir le soutien, la compréhension de son Excellence M. Clément Mwamba, le Premier ministre du Congo, chef du gouvernement, qui a bien compris les enjeux du numérique. Nous savons aussi que nous avons à convaincre les autres autorités. C'est notre mission. Demain, s'il est appelé à être remplacé, donc forcément il y aura un jour un autre Premier ministre, il nous reviendra la tâche de le convaincre aussi de l'intérêt de cette plateforme. Et la deuxième chose aussi, vous savez, aujourd'hui, ce soutien du gouvernement permet d'avoir avec nous des partenaires privés, comme j'ai cité GVA, SAP, MTN et Bureau-Top par exemple. C'est parce qu'ils voient aussi l'engagement de ce gouvernement, des responsables, du Premier ministre et du gouvernement. Ça vient un peu rassurer les acteurs économiques. On aura toujours besoin d'eux et il faut qu'ils soient là. Maintenant, un tel salon, vous avez dû le constater, il est financé par le privé, il est financé par les acteurs qui viennent au salon, et donc il faut qu'il y ait quand même cette autonomie financière pour montrer aux autorités et qui doivent comprendre d'abord que c'est un salon qui se fait pour l'intérêt de la communauté et non pour l'intérêt d'un seul secteur. Et je pense que quand on a compris ça, les gouvernements suivent. Et d'ailleurs, vous avez vu aussi qu'il y avait quand même des ministres étrangers qui étaient là. Donc ça démontre l'intérêt et l'importance que l'ensemble des gouvernements commencent à avoir à ce genre d'activité. Vivement Osiane 2020 et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation qui s'est tenu récemment à Brazzaville au Congo. Merci. On sera là encore à Africa 24. Merci à Africa 24. Et nous sommes très fiers de travailler avec vous pendant cette 3e édition. Et on est tellement ravis de la qualité de service qu'il y a eu entre vous et nous. Merci, ça le voit droit au cœur, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt.